Le thème qui nous intéresse ce matin, l'évangile de la démocratie et des droits de l'homme, prôné et surtout prêché par l'Occident, n'est que ruine et larmes. C'est le cas de la Libye, de la RCA, de tous ces pays que vous connaissez, qui sont en ruine aujourd'hui. L'association Survie lutte depuis plus de 25 ans contre le système France-africain, dont le financement occulte des partis politiques français n'est qu'une facette. Il s'accompagne du pillage des matières premières des pays africains, d'une position quasi monopolitique des entreprises hexagonales sur bien des marchés des anciennes colonies françaises et surtout du soutien à des régimes autoritaires par la diplomatie et les forces armées. La conséquence directe de cette politique est la paupérisation de populations entières qui ne bénéficient pas de l'exploitation des ressources naturelles de leur pays et aujourd'hui subissent depuis les indépendances le zouk du régime soutenu à bout de bras par une diplomatie française complice des détournements de deniers publics et surtout des exactions. S'il restait naïf pour y croire, eh bien l'image d'Épinal de la France, amie entre guillemets de l'Afrique qui distille de l'aide entre guillemets au développement, prend une nouvelle fois sérieusement pour son grade. L'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy en 2008, au-delà d'un discours de façade sur une prétendue rupture de la France-Afrique, eh bien le soutien aux putschistes mauritaniens, les félicitations à l'élection frauduleuse, pour ne pas dire à l'élection d'Ali Bongo Ndimba, la complaisance passée envers le régime de Ben Ali, mais toujours d'actualité envers ceux de Blaise Compaoré au Burkina Faso, d'Idriss Déby au Tchad ou encore de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, sans oublier bien sûr le Cameroun de Paul Biya, sont autant de signes que si la forme a peut-être changé, l'essence demeure. Et comme on le dit souvent en marketing, eh bien la bouteille change, mais le produit, il reste le même. Sous Sarkozy, il faut préciser par ailleurs que les interventions françaises au Tchad en 2008, dans le Sahel et cette année, la même année en tout cas de son élection en 2007, en Libye marque même un regain dans le volet militaire de la France-Afrique. Au regard de cette continuité, difficile de croire au désintéressement de l'actuel président français Emmanuel Macron, quand tous ses prédécesseurs ont profité d'un système si lucratif. Celui-ci a bel et bien adoubé. On parle bien sûr de Nicolas Sarkozy, Robert Bourgui, en toute connaissance de cause, concernant les agissements occultes de ce fils spirituel de Jacques Foccart, et a fait de lui une pièce importante de son réseau de contacts et surtout de prédation, sans oublier de négociations, parfois occultes avec les chefs d'État africains. À l'heure où certains commentateurs, ceux-là même qui parfois s'étonnaient que l'on parle encore de France-Afrique, s'amuseraient presque de cette course à la valise, presque aussi folklorique, entre guillemets, et croustillante que les diamants de Bokassa, il est utile de dépasser le cap de l'anecdote. Au-delà des mallettes et des millions d'euros évoqués dans cette affaire, il est utile de rappeler que l'Afrique est victime d'une prédation économique et surtout financière, particulièrement sophistiquée depuis l'affaire Elf. Il est ainsi de notoriété publique que les paradis fiscaux offrent une opacité parfaite pour les transactions occultes. Sur ce plan, aucun doute que l'Afrique est bien entrée dans l'histoire et dans la mondialisation pour ceux qui se sont permis d'en douter. Ceux qui voulaient donc enseigner et surtout prêcher la démocratie à la Libye sont venus avec des bombes, ils sont venus avec des chars, ils sont venus avec des mines, ils sont venus avec des fusils, ils sont venus avec des terroristes. Où sont donc passés ces Libyens qui voulaient tant le secours des États-Unis, de l'ONU, de l'OTAN, de la France et de ses alliés? Qu'ont-ils fait de beau de ce pays? Ça, il faut le dire. Pays dans lequel coulait le lait, le miel. Ce pays-là est méconnaissable. Il est dévisagé, il est détruit, il est anéanti. Aujourd'hui, il est carrément en ruine. Ceux qui voulaient déloger celui qu'ils qualifiaient de souffre-douleur, de dictateur, ont-ils eu finalement gain de cause quand le pays aujourd'hui est en ruine, mais surtout divisé, et deux frères ont le commandement, l'un au nord et l'autre au sud? On se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Ces hommes, au cœur noirci par la cupidité et l'appât du gain, regrettent-ils leur sale besogne? Kadhafi est parti. Sa mort a laissé une malédiction comme les derniers mots de Shaka Zulu lorsqu'il avait été poignardé dans le dos avec une flèche. Il a déclaré haut et fort, voici les derniers mots de Shaka Zulu lorsqu'il mourait: Logum, vous me tuez pour prendre ma place, l'homme blanc est là, vous serez ses sujets. On sait ce qui s'est passé justement en Afrique du Sud. Messieurs, voilà la démocratie pressée par l'Occident et qui aujourd'hui veut nous donner des leçons. Messieurs, je commence par Bertrand Tatinda, votre réaction. Déjà, merci pour cette introduction. Elle est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il faut même encore relativement dire par rapport à ça, monsieur Stimgos? La première des choses, c'est que les Africains sont toujours la risée en quelque sorte du monde.
C'est pas dire que les Africains ne sont pas intelligents. Oui. Mais on a comme l'impression véritablement que notre organisation panafricaine, nos dirigeants, l'élite africaine en quelque sorte, ne veut pas sortir de la situation dans laquelle elle est. C'est inacceptable et c'est incroyable la situation libyenne. Parce que vous avez à côté de la Libye, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, la RDC, la RCA, le Congo-Brazza, 1 degré moins le Cameroun, où des gens, véritablement, veulent absolument une reproduction de ce qui s'est passé en Libye. Bernard-Henri Lévy, voilà celui qui va vendre cette guerre. C'est-à-dire qu'il va jouer les agents de liaison entre le CNT, à l'époque qui expliquait qu'ils veulent la démocratie. Kadhafi, c'est un dictateur. Et c'est lui qui va prendre sur lui d'aller convaincre Nicolas Sarkozy et dit qu'il faut que la France entre en guerre. Et il est philosophe. Et ça m'a toujours gêné l'attitude qu'a eue la Russie à l'époque et la Chine. Ils se sont abstenus. Ils se sont contentés effectivement de ce que la France leur disait au Conseil de sécurité avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Que ce que nous allons faire, c'est que nous allons soutenir le CNT au-delà du fait qu'ils vont décider un matin. Monsieur Nicolas Sarkozy, par le porte-parole de l'Élysée, un matin, décide de ne plus reconnaître le gouvernement en fait libyen de M. Kadhafi. Pas un seul instant. Les Libyens vont se regarder et dire, mais écoutez quand même, on ne peut pas avoir des gens qui nous aiment plus que nous-mêmes. Nous sommes un pays quand même relativement riche sur le plan des matières premières, sur le plan de pétrole, en gaz. Pas un seul instant. C'est-à-dire que vous allez avoir à Benghazi cette poignée de Libyens qui vont participer à ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Quand vous parlez même de la RDC, la RCA, là-bas, j'ai envie de dire que ce sont de petites milices d'affamés, manipulées par ce que j'appelle l'industrie minière. Mais en Libye, vous avez les grandes puissances. La Turquie est rentrée en guerre sans demander la permission à personne. C'est une grosse armée, la Turquie. Je rappelle que même la France ne s'aventurerait pas en fait sur les plates-bandes de la Turquie. Le Parlement égyptien va donner feu vert à Al-Sisi d'entrer en guerre en Libye. Il n'y a aucune puissance au monde qui peut séparer ce combat entre d'un côté la Turquie et d'un côté l'Égypte. L'Égypte, c'est une armée, rien que sur le plan, comment on va dire, des bâtiments maritimes de guerre. C'est 650 bâtiments maritimes de guerre. Rien que sur le plan de la flotte en termes d'avions de combat, c'est près de 700 avions de combat. C'est 5 milliards de dollars chaque année, en quelque sorte de soutien d'aide américaine. On maquille aujourd'hui en disant soutien d'aide de l'OTAN pour préserver les frontières sud d'Israël, soutenu super allié des États-Unis. La Turquie n'est pas membre de l'OTAN, mais c'est un partenaire privilégié de l'OTAN. Vous voyez que dans cette histoire-là, Washington arbitre en termes de marché d'armement, ne serait-ce que pour la guerre qui a lieu en Libye. Washington en tire les marrons du feu. Et la France devient le dindon de l'affaire parce que c'est la France qui va en quelque sorte détruire la Libye pour des intérêts pétroliers de Total avec ses complices, les Émiratis et le Qatar. Regardez comment on peut amener un pays au nez et à la barbe d'Africains, effectivement, dont on avait même les partisans de cette affaire-là ici dans nos pays qui soutenaient et disaient oui, ces vieilles dictatures-là, il faut qu'ils partent. Moi, je vous le dis, je prends l'exemple du Cameroun. Vous faites partir Paul Biya sans respecter la loi. C'est un génocide au Cameroun. Vous faites comment pour l'arrêter? Faites partir le président Paul Biya sans respecter scrupuleusement la loi. Monsieur Ngoss, le Cameroun n'existe même plus. Parce que moi, je ne vais pas l'accepter. Aussi infiniment petit que je sois au Cameroun, je ne vais pas l'accepter. Quelles que soient les raisons que vous me donnez. On le connaît, notre patriarche avec ses défauts. On le connaît. J'ai souvent des désaccords même avec mon cher aîné, M. Parfendom. Moi, je suis un soutien du président de la République. Je le dis à visage découvert. Ça ne me vaut pas que des amitiés sur Facebook. Et bien sur Facebook, même tout le monde connaît ma vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est ça la politique au Cameroun. Quand quelqu'un soi-disant... C'est le même carré, pas Parfendom. Quand quelqu'un affiche votre vie, soi-disant, oui. Ben, on a des désaccords là-dessus. Mais lui, il est républicain. La première désaccord que nous on a même eu, c'est sur l'élection présidentielle. Il m'expliquait, M. Tatinda, nous, moi et mes amis, on a décidé de ne pas aller à l'élection. Mais je lui ai dit, mes grands frères, nous on va à l'élection. Et il m'a donné les raisons pour lesquelles nous ne vont pas à l'élection. C'est des raisons pertinentes, on peut comprendre. On est en désaccord. Mais regardez en quelque sorte la Libye. La France s'est rangée derrière l'Égypte, pourtant membre de l'OTAN.
C'est-à-dire qu'avec une relation particulière avec la Turquie. Avec l'Allemagne, ils vont voter pratiquement près de 40 milliards de dollars à la Turquie pour freiner le flot des réfugiés. La Chine ne dit mot et tire les marrons du feu. C'est-à-dire que les entrepreneurs chinois signent les contrats dans le secteur pétrolier. Mais la Chine ne dit mot. La Chine relativement se tait. La Chine qui est devenue une grande puissance militaire. Et qui ne se contente plus d'expliquer que moi, je me bats pour mon patriotisme économique, je me bats pour mon influence économique. Je rappelle que le traité de non-prolifération d'armes de grande destruction et de grande capacité n'est pas signé, ce qu'on appelle START 3. Parce que Trump explique que je ne le signe pas avec toi, Poutine, si on intègre Pékin. Pékin est devenu une grande puissance. Pékin te dépasse sur le plan économique. Pékin a des capacités militaires. C'est même une puissance nucléaire aujourd'hui de grand niveau. Comment tu veux que moi et toi, nous signons des traités de ce qu'on appelle les armes du futur et tu n'intègres pas, comment je vais dire, un acteur aujourd'hui qui nous bat sur le plan économique. Ah, Poutine dit, libre à toi. Pékin explique que ça ne me regarde pas. Moi, je n'ai pas signé START 1, je n'ai pas signé START 2, je ne vois pas pourquoi je dois venir m'engager dans START 3. Vous voyez les acteurs qui se battent en Libye et la pauvre Union africaine, le pauvre Sassou Nguesso, il passe son temps à crier. Ben, venez, on fait l'arbre à palabre. Qui l'écoute? On lui dit, tu peux toujours courir. N'ose même pas parler. Ben, sans ça, on arme ton pasteur Toumi. Tu te tais. Tu te tais. L'Union africaine, où est le président de la commission? Il est où le président de la commission? Ben, dans 5 ans, il va nous expliquer qu'il a la carrure de chef d'État. Il fera le tour des capitales, il fera le tour des capitales européennes pour se, entre guillemets, présidentialiser. Mais le pauvre, s'il peut rien, s'il n'a pas de moyens, qu'il parte. L'histoire retient souvent des gens qui sont partis. Au Cameroun, nous avons le ministre Garga. On peut tout dire de ce monsieur. Qui peut douter de son honorabilité, de son sérieux, de sa compétence, je dirais même. Qui peut douter de ça? On peut tout dire. On peut ne même pas partager ses idées politiques. Mais les Camerounais, dans leur entière majorité, ont beaucoup de respect pour ce monsieur. Quand il a senti la confiance du président de la République s'effriter dans la lutte contre la corruption, il est parti. Pas les pseudo-démissions où on explique à quelqu'un que « Ah, ça vient de passer au secrétariat général, je ne vois pas ton nom, cher ami. » Et quelqu'un court véritablement dans un hôtel expliquer que je m'en vais. Quand on lui dit effectivement que je ne vois pas ton nom. C'est passé ce matin au secrétariat général. J'ai même eu un entretien dans le bureau. Dans le bureau. Ton nom n'est plus là. Oui, voilà. J'étais 8 ans très tranquille. Il ne pensait pas à démissionner. C'est quand on lui explique ça. Non, vraiment, j'explique tout simplement que la Libye, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école avec cette notion de droit de l'homme, de démocratie. Mais dans votre résumé, vous parlez en quelque sorte des multinationales qui se portent bien, de, comment je vais dire, que de la finance qui se porte bien, de l'exploitation pétrolière même dans cette Libye. Il y a des gens qui ont fait des affaires pendant la guerre. Des gens ont fait des affaires en 45. Tout va pour le mieux. Vous avez des familles qui se sont hyper enrichies en 45. Donc voilà un peu ce qu'on peut tirer de cette histoire, les larmes aux yeux. On se demande comment on va faire. L'ONU politique est paralysée. Le Conseil de sécurité s'est terminé. Je suivais encore le président Tshisekedi qui disait que les Africains ont mandaté la Sierra Leone de porter en fait les déshydratats de l'Afrique pour la réforme du Conseil de sécurité. On veut 2 sièges permanents et 3 sièges non permanents. Regardez celui qui porte la parole, la Sierra Leone. Ils ont la paix, ils mangent. Non, ce sont des frères africains, on ne peut pas être, comment je veux dire, que injurieux, mais qui commencent déjà par manger. Notre tomate peut aider en Sierra Leone. Vous avez parlé de notre filière tomate. C'est-à-dire que si on fait un vol aérien, je peux vous dire qu'on va beaucoup aider en Sierra Leone, parce qu'ils n'ont même pas de tomates là-bas chez eux. Voilà ceux qui vont venir devant des gens qui ont des capacités de destruction de la terre massive. Et dire que nous voulons 2 sièges vraiment permanents au Conseil de sécurité. Qui va vous les donner? C'est justement l'autre débat ce matin. Éric Pépin Bikaï, pourtant, avant que Sarkozy ne prenne l'initiative d'aller en Libye, c'était le pays où coulait le lait et le miel. Nous sommes tous sur la démocratie, hein, et que au début des années 60, c'était un libre choix pour la plupart des dirigeants africains de choisir ce système de gouvernance. Il ne faut pas oublier qu'à côté de la démocratie, il y a la monarchie, que certains semblent oublier, et qui semble en réalité être le choix premier de la plupart des pays africains.
Parce qu'il y a deux éléments que les pays africains brandissent, leur souveraineté et leur démocratie. Mais en réalité, il n'y a pas de démocratie et il y a une monarchie. Bon, maintenant, on peut l'appeler monarchie absolue en fonction des pays ou monarchie libérale. Mais en réalité, nous ne sommes pas dans des démocraties pour ce qui concerne un certain nombre de pays africains. Puisque la démocratie, forcément, elle ne peut pas être appliquée comme une poudre blanche, telle que c'est venu de l'Europe, mais elle s'appuie sur un certain nombre de principes, parmi lesquels la séparation des pouvoirs. La plupart des pays africains n'ont pas de pouvoirs séparés. Donc, ça veut dire que c'est encore un comparatif avec des monarchies. On a l'organisation régulière des élections. Là également, on peut dire que les élections sont régulièrement organisées, mais il y a un hic, la transparence de ces élections-là. C'est aussi un principe de la démocratie. Selon l'Occident. Selon l'Occident. C'est pas que vous pensez que la démocratie, c'est ça selon l'Occident. Je n'ai dit que ce qui a été enseigné par l'Occident est transposé dans nos unités. C'est un programme de la classe 3e et la classe première. Donc j'enseigne de temps en temps aux enfants. Donc je n'invente rien. Il y a ce qu'on appelle le respect des droits de l'homme de manière régulière. C'est également venu de l'Occident, ça a été transposé. Beaucoup de nos pays ont accepté cela lors des dîners parlementaires et grandes rencontres. Ils ont signé. Ça veut dire qu'ils ont estimé que ça peut correspondre au modèle de leur société. Je tiens à rappeler pour le cas de la Libye que c'est M. Kadhafi qui suspend la monarchie en 1963, en 1969. C'est-à-dire qu'il décide que, compte tenu du fait qu'il était un haut gradé de l'armée, désormais dans mon pays, en fonction de mes capacités militaires et intellectuelles, je suspends la monarchie. Et j'installe la République. Et dans votre introduction de tout à l'heure, c'était super bien. On pouvait même partir de cette émission sur la base de cette introduction. On reste sur la conclusion de cette introduction, c'est-à-dire la parole de Tchaka Zulu. C'est-à-dire, vous cherchez mon siège, mais sachez que l'homme blanc n'est pas trop loin. Et on connaît l'histoire de l'Afrique du Sud avec tout ce qui s'est passé, les Boers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous sommes là dans des choix inconséquents qui ne sont pas toujours assumés. Je dis et je répète qu'on ne peut pas être respecté actuellement dans le Conseil des Nations Unies si on ne dispose pas d'un certain nombre de capacités, parmi lesquelles les capacités militaires. Ça, c'est indéniable. On va toujours brandir le fait que les autres viennent chez nous parce qu'ils ornent nos richesses. Mais je ne vous apprends rien. Une ressource n'est ressource que si elle a une valeur marchande. À partir du moment où une ressource n'a pas une valeur marchande, elle ne peut pas être considérée comme ressource. Ça peut être logé dans le patrimoine. Ce sont les éléments du cours sur la gestion des ressources naturelles, en réalité. Mais c'est la capacité des peuples à transformer ces ressources en plus-value qui fait de ces peuples-là les peuples assez respectables. Nous avons de nous-mêmes choisi la démocratie avec tout ce qui va comme avatar. Mais en réalité, il y a toujours cette fâche cachée-là. Nous sommes restés dans les monarchies. Tout à l'heure, vous parliez des diamants de Bokassa. Mais si nous sommes dans la démocratie, comment doit-on coller une ressource naturelle à celui qui est censé diriger un pays? A-t-on parlé dans une moindre mesure, c'est pas la première ressource française, le vin, il y a le vin, oui. A-t-on parlé du vin de Chirac? Il y a les couteaux. Enfin, le couteau. A-t-on parlé du vin de Chirac, par exemple? Ou alors de l'huile de colza, je ne sais pas trop, de Chirac ou de Sarkozy? Non. C'est-à-dire, ça s'intègre dans ce qu'on appelle les éléments structurels du fonctionnement d'un État. Et il n'y a pas le pétrole de Kadhafi. Ça n'existe pas. Il y avait le pétrole des Libyens. Il faudrait qu'on apprenne également les Camerounais à tenir ce type de langage. Qu'on sorte un peu de la patronymisation des ressources naturelles qui appartiennent à des individus, au lieu d'appartenir à la masse. Ce pétrole des Libyens appartient-il encore aux Libyens? Non, à l'époque passée, ça appartenait à Kadhafi, parce que vous semblez oublier ça. Et vous semblez oublier que ce Kadhafi qu'on célèbre en triomphe aujourd'hui a fait la guerre plusieurs fois avec le Tchad, qui est aussi un pays africain. Donc il a tué des Africains parce qu'il voulait augmenter ses frontières. Kadhafi, pour moi, ne peut pas être célébré. Il ne peut pas être célébré. Il a dissous la monarchie pour choisir la République. Avec le soutien de ces anciens amis d'hier, qui l'ont renversé
aujourd'hui. Il faut qu'on soit, on soit comprend parfaitement. On n'encourage pas, mais ce sont des faits. Et lorsqu'on fait de l'analyse, on ne peut pas occulter ce côté-là pour juste s'appesantir sur ce qui est mal. C'est nous qui invitons les Blancs dans nos palabres. C'est nous qui les demandons de venir nous donner davantage de cours de démocratie. Pourtant, nous pouvons être capables d'inventer les nôtres. Vous avez totalement raison. Patient pas fait donc jusqu'à preuve de contraire, justement, ces hommes qui sont venus prêcher la démocratie en Libye sont venus avec des armes, ils sont venus avec des bombes, ils sont venus avec des mines, avec des fusils, soi-disant pour inculquer la démocratie aux Libyens. Et les Libyens les ont appelés, comme le disait d'ailleurs Eric Pemabika, venez au secours, on a besoin de vous parce que Kadhafi est un dictateur. Je pense que l'Afrique, avec la crise libyenne, fait face de nouveau à ces vieux démons. Ce qui arrive aujourd'hui en Libye et qui arrive aujourd'hui en Afrique, c'est l'incapacité des nouveaux intellectuels qui ont émergé après. C'est pas peut-être le drame, c'est que la plupart de ces intellectuels furent formés en Occident, oui, de comprendre le sens de l'histoire. Parce que ce que nous vivons, cette tragédie libyenne que nous vivons, n'est que la conséquence de l'incapacité de l'Afrique à fédérer, à être un. Or, les penseurs, les pères du panafricanisme avaient vu le danger. Depuis très longtemps d'ailleurs. Depuis très longtemps. Oui. Ils ont dit, si on continue avec cette balkanisation de nos États, de nos peuples, on va de la proie des autres. Pourquoi? Parce que nous partons avec, j'allais dire, des tares. Nous partons avec des difficultés. C'est 400 siècles ou bien 500 siècles d'esclavage, un siècle de colonisation. C'est lourd comme boulet que vous traînez. Donc, si vous voulez réellement exister, il faut vous mettre ensemble. Le fait que vous mettez ensemble ne signifie pas forcément que tout le monde sera dans un paradis. Mais au moins, en tant qu'entité, vous comptez. Tout à l'heure, quelqu'un parlait à Sierra Leone, ça fait rigoler. En tant qu'entité, vous comptez. Alors, les anciens ont réfléchi à cette question, oui, et se sont dit non, il faut qu'on aille vers l'unité politique de notre continent. C'est pour ça que je dis souvent, quand on fait ce débat, j'ai l'impression que les gens pensent avoir trouvé quelque chose de nouveau. Non! Les solutions sont déjà là. On n'invente pas le fait de couper le beurre. Il faut seulement maintenant qu'on ait des patriotes et des Africains engagés qui comprennent qu'il faut qu'on aille dans le sens d'un Nkrumah. C'est ça qu'il s'agit. Quand Nkrumah réfléchit à cette question-là, avec les ouvrages qu'il a pondus sur l'unité du continent, il est combattu par qui? Par les gens qui ont été installés à la tête de nos États par ces Occidentaux. Je vous rappelle qu'il y avait deux camps. Le camp de Casablanca et le camp de Monrovia. Et on a vu qui a remporté. Je vous ai expliqué ici comment est né l'OUA de POC. Comment le nom OUA est venu. Parce qu'il n'y avait pas unité dedans. Il fallait régler un problème en Algérie parce que les Algériens en avaient marre de cette organisation qu'on appelle l'OAS, qui commettait des gaffes pas possibles là-bas en Algérie, et les patriotes algériens ne voulaient pas de cette OAS. C'est pour cela qu'on a, dans un jeu d'entourloupe, on a mis le U pour parler d'unité. Mais à la base, il n'y a même pas la question d'unité. Quand Nkrumah disait allons vers l'unité politique, tu vois les gens comme au fait qui disaient que vous voyez, Nkrumah va être le président du continent. C'est le même scénario, le reproche qu'on a fait à Kadhafi. Quand Kadhafi vient proposer, n'est-ce pas, il dit mais c'est pas possible. Nous sommes les esclaves de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Mais les avoirs libyens à elles seules, si je les mets, le Niger me donne un peu, le Cameroun me donne un peu, la Congo me donne un peu, je ne sais pas, l'Afrique du Sud. On a largement les budgets cumulés de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Qu'est-ce qu'on va chercher chez ces gens-là? Il a donc fait des propositions avec un fonds monétaire africain, avec une banque africaine, avec une monnaie africaine. Ah, les gens ont dit là, ce gars-là, il est en train de mettre le sable dans notre gari, comme on dit. Avec ça, c'est fini. On a pris notre garde à manger, comme pille à loisir. Moi, je vous avais dit, le jour où Kadhafi allait à l'ONU, il a pris la charte de l'ONU, et il a presque balancé comme ça. J'ai dit, c'est fini. Il a signé son arrêt de mort. Les Blancs ne l'acceptent jamais. C'est ça qui peut expliquer. C'est vrai que c'est Medvedev qui était là. Le fait que la Russie, au moment où le bandit de Sarkozy était en train de raconter des histoires, il s'est abstenu. Et les jeux troubles
de la Chine qui est toujours dans un effacement qui ne dit pas son nom parce que, comme dit la Chine, ils ne sont pas pour s'ingérer dans les problèmes internes des pays, mais ils sont plutôt fixés sur le fait qu'ils signent des contrats. Que ce soit avec une dictature, que ce soit avec une monarchie, ils s'en foutent. Le problème, c'est de signer des contrats pour justement régler le problème chez eux. Parce que c'est pas facile de diriger un pays comme la Chine. Nous, les Africains, on ne tire pas les leçons de tout cela. C'est ça. Bon, Pépin Bika parlait de président Kadhafi. C'est vrai, il y a plusieurs Kadhafi. Hein. Moi, je dis, il y a eu deux Kadhafi. Il y a le premier Kadhafi qui avait cette lubie de l'islamisation de l'Afrique, qui a aidé les dictatures comme au Soudan. Mais il y a le second Kadhafi, après avoir été rentré en conflit avec les monarchies du Golfe, il s'est dit, mais merde, ces gars-là me considèrent comme un nègre, parce que justement, la grand-mère de Kadhafi fut une femme noire. Oui. Donc, les Saoudiens, les Qataris le rappelaient que de toute façon, tu n'as ta grande gueule là, tu l'arrêtes si tu n'as pas voix au chapitre. C'est nous qui décidons de ce que c'est. Comment dire ça tu n'as pas le sang. L'association islamique là, de l'aérbloc là, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as rien à dire ici. Donc Kadhafi s'est ici rejeté par ces individus. Ce qui nous c'est l'islam, autant retourner vers mon continent qui en réalité le continent de l'avenir. Et il a fait ses propositions. Donc c'est le deuxième Kadhafi qui ouvre enfin les yeux, qui comprend enfin la géopolitique mondiale et qui se dit, si lui Kadhafi, il veut exister, mais si surtout il veut donner du poids à notre continent, il faut qu'on aille vers cette unité politique. Bon, il a essayé à sa manière, avec beaucoup de volonté, mais malheureusement, il était déjà affiché. N'oubliez pas l'attentat de Le Corbusier. L'attentat de Le Corbusier où il y a un avion qui est bombardé sur le Cossais et qu'on attribue à la Libye. Dans cet avion, il y avait beaucoup de Juifs. Excusez-moi le terme. Et vous connaissez les Juifs. Rancuniers comme jamais. Ils ont dit, on aura ta peau, que tu le veux ou non. Lévi dont tu parles, c'est un juif. Sarkozy, c'est un juif. Donc, ils ont dit, le moment était arrivé, ils l'ont appâté, ils ont fait semblant de l'amadouer, ils ont envoyé des tas d'individus dans le ventre de Kadhafi pour sonder quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Je crois que c'est là l'autre erreur de Kadhafi. De penser qu'à un moment donné, ces gens-là vont finir par le prendre comme un type normal. Non, pour eux, c'était l'homme qu'il fallait effacer à tout prix. Donc, il représentait plusieurs dangers. Un, sur le plan africain, il était un danger. Sur l'autre plan, en tant qu'une forte tête qui essayait d'avoir une voix qui porte après la disparition de gens comme Mandela, même si on peut dire de Mandela ce qu'on veut, mais c'est une voix qui porte. À partir de ce moment-là, il faut, non seulement, en éliminant Kadhafi, qu'est-ce qu'on fait? C'est un avertissement pour les autres. Sans frais qu'on donne à tout le monde. Si vous ne restez pas tranquille dans votre coin, celui qui va tenter de venir avec de telles idées saugrenues, voilà. C'est qui va lui arriver. Et vous avez vu, la même année, il y a Kadhafi, mais il y a aussi Laurent Gbagbo. L'humiliation de Laurent Gbagbo. Voir comment les soldats donnaient des coups de pied, excusez-moi le terme, au derrière de sa maman. Incroyable. Et les soldats français qui rigolaient. Parce que c'est toujours des Africains qui le faisaient. Ça, c'est quand même extraordinaire. En humiliant Gbagbo comme ils ont fait, en humiliant Kadhafi comme ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Celui qui va tenter de faire le contraire, voilà ce qui va arriver. Madame Hillary Clinton est arrivée à Addis Abeba au cours d'une réunion de l'Union africaine et a dit aux chefs d'État, tous réunis, je vous le dis, il faut lâcher Kadhafi. Aucun n'a levé le doigt pour dire que pardon, madame. Vous vous rendez compte dans une salle comme ça avec, c'est pour ça que je dis, même les époques ont changé, on ne sait pas ce que sont devenus nos dirigeants. Avec le Nkrumah dans la salle, avec les Sankara dans la salle, cette dame-là aurait même pu terminer son discours. Ce n'était pas possible. Mais avec les gens qui sont là, qui pensent que non, il faut être doux, il faut être ceci, il faut machin, il faut aller à Paris, à Londres, à Washington, pour qu'on sache que tu es quelqu'un, voilà ce qui nous arrive. Donc, l'Afrique est face à son destin, mais l'Afrique est face à ses errements au niveau des choix. Ce n'est pas une question de la démocratie. La démocratie, c'est comme la science. On peut l'adapter comme on veut, mais les normes restent les mêmes sur toute la planète. Vous pensez que ce que Sarkozy fait, c'est la démocratie? Même en Europe, les gilets jaunes, c'est quoi? On n'a pas vu comment on traite les gilets jaunes. Même chez eux, ce n'est pas évident. Parce que là-bas, il y a une oligarchie. Parce que quand on reprend, il y avait les royautés, on a mis un peu de côté les rois, après il y a les nobles, et qui ont après composé avec la nouvelle bourgeoisie naissante, qui aujourd'hui est aux affaires, qui a créé le capitalisme, mais qui a pour vocation de maintenir l'ensemble des richesses du monde entre leurs petites mains, au détriment de la misère, la mer de misère du monde. Ils s'en foutent.
Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est de dire aux Africains de comprendre qu'il y a un monde qui existe. Ce monde qui existe, il est violent. Ce monde qui existe, il a ses règles. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous, on va se sortir de ces règles-là et nous allons mieux vivre. Regardez l'Union européenne. C'était un ensemble de pays qui étaient éclatés. Oui. Ils ont compris que s'ils veulent continuer de compter sur le plan mondial, il faut qu'ils se mettent ensemble. Malgré les difficultés, c'est pas tout rose là-bas. Mais ils savent que tant qu'ils sont ensemble, tu ne peux pas faire n'importe quoi à un citoyen ou bien un pays de l'Union européenne. Mais regardez l'Afrique regarde toujours un spectateur. Oui, Sierra Leone, ou bien le Gabon, ou maintenant c'est Madame Bongo qui tient les conseils ministériels. Qui peut vous prendre au sérieux? On va continuer à tuer des Kadhafi 1000 fois. Le conflit libyen va continuer à prospérer 100 000 fois tant que nous n'allons pas comprendre que même au niveau sur-régional, ayons des gens qui ont le courage. On n'a plus peur de la mort. Quand vous dites que vous êtes chef d'État, ça veut dire que vous êtes prêt à mourir pour votre pays. Jusqu'au sacrifice suprême. Et donc, mettez ces gens-là ensemble. Arrêtez-nous vos faux trucs. Je vois les gens disent que... J'écoute même des leaders de l'opposition au Cameroun qui m'amusent beaucoup, qui vont faire des trucs à Washington, à Londres, je ne sais pas où, qui gonflent. J'ai été reçu par un sénateur de conneries comme ça. Thibault Nagui a dit que ce n'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs. Le problème est dans la capacité des enfants d'Afrique de se rendre compte que pour l'instant, regarde les uns dans les yeux, au-delà de créer les passerelles, mettons-nous ensemble, créant des synergies pour avoir des ensembles qui comptent. Je vous dis, un ensemble comme l'Afrique centrale, elle toute seule, si on peut faire les États-Unis d'Afrique centrale, nous changeons complètement de tout autour. Hein. Ce n'est plus la même chose, les gens viennent faire des choses au Tchad, ou une petite société, je ne sais pas quoi, vient gruger les Tchadiens en leur faisant compte que je vais racheter vos actifs de pétrole et puis ils les vendent les obligations pour eux. Et du jour au lendemain, le Tchad se trouve avec un pétrole qui n'est que dette. Non. Donc je pense que ce qui arrive en Libye, c'est l'incapacité des pays africains à comprendre le monde. Ce monde, il est violent, il est fait de prédateurs et de proies. À nous de choisir. Si on veut continuer à être des éternels proies, tant pis pour nous. Albert Anatole, ici vous avez suivi justement les uns et les autres, jusqu'à preuve du contraire, il y a ceux qui viennent imposer leur démocratie sur le sol africain, et pendant ce temps l'Afrique, comme le disait Patient Parfum d'Homme, regarde en spectatrice, alors qu'elle peut justement avoir un grand poids dans le monde. Oui, j'ai suivi les uns et les autres. Il faut déjà noter que le continent africain, c'est plus d'une cinquantaine d'États. De ce point de vue, c'est tout à fait paradoxal. Et c'est le plus grand continent au monde. Absolument. Mais pendant ce temps, sur la carte du monde... C'est là où les autres viennent... c'est le continent que les autres ont choisi pour faire... qui est devenu un terrain de jeu pour les autres. Donc c'est tout à fait paradoxal que un continent qui a plus d'une cinquantaine d'États, qui est le plus grand, comme vous l'avez dit, qui a la plus grande jeunesse au monde, qui a des ressources, qui constitue un véritable marché sur le plan économique, qui a des potentialités, deviennent justement non seulement un laboratoire d'expérimentation pour quelquefois des vaccins tueurs, mais également des jeux pour ceux qui veulent justement expérimenter les nouvelles armes de destruction massive atomiques. Et c'est également là où les autres viennent s'approvisionner pour aller nourrir leur population, et ceci au nez à la barbe, n'est-ce pas, des Africains eux-mêmes. Des Africains eux-mêmes. Ce qui m'amène à comprendre que par rapport à la thématique, n'est-ce pas, du jour, il faut préciser que si nous parlons de l'arbre à palabre sur le continent africain, ça veut dire que avant leur arrivée, il y avait la démocratie sur le continent africain. Nous savions résoudre nos problèmes. Donc, la démocratie, selon le modèle européen, ce n'est qu'un concept vide de sens. Un concept vide de sens en ce sens que dans son esprit ne s'applique très souvent dans les pays qui sont militairement faibles. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé, n'est-ce pas, de la puissance de feu qui n'existe pas sur le continent africain, peut-être parce qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui a la bombe atomique. C'est peut-être pour cela, et la bombe nucléaire. Donc je pense que nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est dans une précédente thématique que nous avons eu à évoquer dans le cadre de cette tribune, lors de l'esclavage, la terre nucléaire, nous parlions, n'est-ce pas, des nègres des maisons, des nègres des champs. Oui. Et nous sommes confrontés à la même réalité. 400 ans d'esclavage
c'est vrai, ça peut se justifier, mais ça ne peut pas expliquer que plusieurs siècles après, qu'il n'y ait pas une prise de conscience. Ça ne peut pas s'expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer parce que nous tirons des leçons de nos erreurs, de nos difficultés et davantage surtout de nos frustrations. Et je pense qu'également, nous avons tort relativement d'envoyer nos enfants là-bas se former, du moins selon leur modèle. Parce que quand ils reviennent ici, ils sont dans un autre logiciel. Envoyez votre enfant à Paris ou à Washington ou au Royaume-Uni, quand vous revenez 10 ans après, il n'est plus dans le schéma de la Camerounaise ou bien du Camerounais qui doit être. Il n'est pas dans le schéma, n'est-ce pas, de l'Africain. Pourquoi? Parce qu'il est pratiquement assimilé. Et c'est ce problème qu'on a justement avec notre élite, nos intellectuels, comme tout à l'heure le grand frère l'indiquait, c'est le problème que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme. Or, ce qui pose problème avec l'Afrique, c'est que nous prenons régulièrement le train en marche. C'est-à-dire, puisque notre société est déstructurée, au lieu justement de prendre d'abord le temps de la structurer prioritairement avant d'engager, parce que nous sommes constamment en train de prendre le train que les autres, c'est le rythme que les autres nous imposent. Nous avons la possibilité, comme nous l'avons fait lors du Covid-19, de fermer les frontières, de vivre en autarcie et de faire d'abord le pont. Travailler. De faire d'abord le pont comme la Chine l'a fait. Oui. Un check-up. C'est-à-dire de faire un check-up, justement, merci. De faire un check-up, de fermer nos frontières. Je pense qu'aujourd'hui, si nous plaignons de ce qu'il y a une surproduction de la tomate dans nos marchés, parce que justement, si les frontières étaient ouvertes, cette tomate se retrouverait ailleurs. Bon, et cette situation nous amène également à comprendre que si le Cameroun était un pays structuré économiquement parlant, cette tomate serait transformée dans une usine et revendue sur le marché intérieur ou à l'extérieur. Voilà les problématiques que cela pose. Nous sommes dans la démocratie et la liberté, mais pourquoi est-ce que c'est toujours sur le continent africain qu'on vient expérimenter ces concepts et qu'on voudrait imposer ces concepts de liberté et de démocratie? Justement parce qu'il y a l'odeur du diamant, il y a l'odeur du pétrole, du cobalt, de l'or, tout ce que vous voulez. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans le cas, n'est-ce pas, dans le cas de la Libye. La Libye, à travers, comme tout à l'heure indiqué également par Fendom, la Libye sous Kadhafi, qui pour moi doit être un modèle. Parce que ce qui pose problème sur le continent africain, c'est qu'il n'y a pas de leader. Parce qu'il a pris sur lui le courage d'être leader sur le continent africain parce qu'il en avait les moyens et le courage de le faire. Raison pour laquelle la Libye était justement ce pays où les Libyens n'achetaient pratiquement rien. C'était, comme vous avez dit tantôt dans votre introduction, où coulait, n'est-ce pas, le lait et le miel. Voilà, le lait et le miel. Aujourd'hui, la Libye est détruite, la Libye est divisée, et justement, ça s'est passé au nez et à la barbe d'abord des Libyens, avec leur complicité comme d'habitude, parce que lorsque vous venez, quelqu'un va venir tuer à ici, c'est pas le blanc qui va tenir là, il passera par Angos ou bien par Ndom. C'est de ça qu'il s'agit. Où étaient justement les Libyens quand cela s'est passé? Ils ont cru naïvement que le temps de Sarkozy, la France de Sarkozy, les aime plus que Kadhafi. Kadhafi lui-même. Donc moi je pense que lorsque quelqu'un peut croire qu'il m'aime un expatrié, de surcroît un Chinois, un Français, un Libanais, ou un Anglais, un Allemand, un Américain, va prétendre m'aimer plus que moi-même, ça devient suspect. Donc il faut d'abord structurer notre société, parce que nous sommes un conglomérat de communautés, notamment vous avez d'un côté des sous-régions, CEMAC, sous-région CEDEAO et consorts. Je pense qu'il faut d'abord que notre continent soit structuré avant qu'on arrive à l'intégration continentale, qui était un projet porté par justement Kwame Nkrumah. Et maintenant, donc, si nous arrivons à cela, on cherche donc qui est le leader. Nous avons quelque chose que vous appelez l'Union africaine, c'est machin, comme j'ai l'habitude de dire, c'est machin, parce que quelque chose qui a calqué, n'est-ce pas, les statuts, le fonctionnement, les articles, les dispositions juridiques, n'est-ce pas, de l'Union européenne et qui bénéficie des subventions de la France, de l'Union européenne et tout ce que vous voulez, ça ne peut pas avoir de lisibilité sur le continent africain. Donc je pense que tout à l'heure vous avez évoqué le pétrole libyen, mais il y a également les contrats de reconstruction, malheureusement,
Qui va reconstruire justement la Libye? On ne sait pas. Et malheureusement. Et vous avez des sociétés mercenaires comme Halliburton qui justement gèrent les business de ce côté-là. Halliburton, c'est une société américaine. C'est une société privée américaine qui gère des contrats du côté de la Libye. Donc je pense que, et en plus, sur le plan de sécurité, notamment pour ce qui concerne le continent africain, du moins pour ce qui concerne les pays limitrophes à la Libye c'était une digue. Depuis que cette digue a cédé, vous constatez avec moi qu'il y a, une montée de djihadisme sur le continent africain. Au même titre que l'est le Mali. Parce que le Mali, c'est également une digue. Mais aujourd'hui, personne ne fait rien pour le Mali. Peut-être qu'on attend que ça s'écroule comme la Libye s'est écroulée pour constater par la suite qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, oui. Non pas seulement, il n'y a pas seulement cette situation propre en particulier à la Libye autant pour moi. Vous avez également des choses horribles qui se passent du côté de la Libye. Il faut quand même constater que déjà les Libyens ne considèrent pas les autres Africains des races noires comme étant leurs frères. Hein. C'est la raison pour laquelle il y a un trafic des marchés à ciel ouvert, des trafics des noirs d'organes. On a d'ailleurs eu quelqu'un qui a eu la meilleure expérience dans ce désert libyen sur ce plateau il y a encore quelques mois. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que la démocratie, selon le modèle européen, c'est un concept vide de sens sur le continent africain. Nous avons besoin justement de nous épanouir, mais selon un modèle propre à l'Africain. En tout cas, vous tous, vous êtes d'accord sur le même point. Bertrand Tatinda, pendant ce temps, il ne nous manque plus que 19 minutes pour sortir de cette édition de Libye ce matin. Oui, le temps passe très vite, vous devez le savoir. Le temps passe très très vite, en tout cas sur ce plateau, chaque fois. Bertrand Tatinda, aujourd'hui, on a parlé justement de cet évangile prêché par l'Occident. On parle bien sûr des droits de l'homme, de la démocratie, de tout ce qui va avec. Nous sommes tous d'accord sur un point. Ça ne peut pas exister sans les Africains. Mais que font les Africains? Parce que, comme le disait Albert Anatola ici, on a toujours l'impression que les nègres de maison sont toujours en place. Et pendant ce temps, il y a les nègres des champs qui veulent la liberté. Pendant ce temps, les nègres de maison veulent que les choses restent telles qu'elles sont. Ben, déjà, moi, je commence par dire qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité, en termes de responsabilité, un violeur qui a sa force physique et la petite fille qui s'est habillée de façon légère. On ne peut pas le mettre sur le même pied d'égalité en termes de responsabilité. Je ne parle même pas quand vous avez en quelque sorte de l'autorité parentale sur la petite fille, que vous dites qu'elle s'est habillée de façon légère. À quelque chose, malheur est bon. C'est-à-dire qu'il lui fallu que ces événements arrivent en Afrique. Le monde s'est complexifié. La mondialisation a pas qu'apporter, comment je vais dire, que de mauvaises choses. Ça permet des connexions entre les peuples. Ça fait qu'aujourd'hui, même ceux qui se sont abstenus ont compris que la destruction de la Libye pouvait avoir des conséquences terribles pour eux. Je prends un exemple simple. La Russie, au moment où nous parlons, subit en quelque sorte 2 types de sanctions. Les sanctions, comme l'a dit M. Parfendorf, de tous les pays de l'Union européenne et les sanctions des États-Unis. Et la Russie, pour respirer, a besoin d'une coopération forte avec l'Afrique. Parce que si elle arrive à établir une coopération forte avec l'Afrique, eh bien, elle respire. Elle peut se passer des sanctions américaines. Si elle arrive à maintenir sa relation privilégiée avec la Chine, elle peut se passer. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, vous voyez donc que cela a mené même les peuples à réfléchir. C'est-à-dire que même cette Chine qui était Caïn, ça a amené la Chine à réfléchir. Ça nous a amené à dire à Pékin que regardons-nous dans les yeux. Est-ce que vous êtes véritablement nos amis? Le jeu je ne me prononce pas, moi je ne me mêle pas des affaires intérieures des gens. Ça peut être interprété de 1000 façons. Il faut vous prononcer. Nous voulons une amitié sincère. L'Afrique a au moins eu ce courage de dire qu'il faut une amitié sincère. Ça a permis à l'Afrique, comment je vais dire, de mettre sur pied des mécanismes qui peuvent, moi j'ai espoir, dans quelques années, en quelque sorte, produire une forme de renaissance sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi et dit qu'il faut qu'on finance déjà cette organisation qui s'appelle l'Union africaine. Et les réformes qui ont été amorcées ne sont pas à jeter et à balancer comme ça. Elles sont encore embryonnaires, ça va quand, mais c'est un début. Ça a permis à l'Afrique, comme le disait M. Parfendorf, il a ça depuis dans son raisonnement de dire que
l'union et l'unité politique. Qu'est-ce qu'on fait sans l'union et l'unité politique? Donc, de plus en plus, vous avez ce qu'on appelle les sous-zones d'intégration qui de plus en plus s'intègrent. De plus en plus s'intègrent. Et c'était même ça la vision de l'Union africaine, qu'il est très difficile de faire une intégration à 54 pays. Eh bien, nous avons 4, 5, 6 zones de sous-zones d'intégration en Afrique. Intégrez-vous d'abord bien et maintenant les 6 zones vont véritablement former une véritable union politique. Donc, vous voyez que relativement, ça bouge. Et comme je dis, c'est pas parce que effectivement vous faites des choix sur le plan politique que ces malheurs doivent vous tomber dessus. En Europe, est-ce qu'il y a la bonne gouvernance en Afrique? En Europe. Monsieur Parfendom l'a dit. Vous avez en France aujourd'hui, vous avez 7%. Il y a quelques années, c'était 15% de Français qui détiennent plus de 80% de la richesse. Un pays bien gouverné n'a pas ça. Un pays bien gouverné n'a pas ça. Et cette bourgeoisie-là, elle n'a rien à foutre. C'est-à-dire qu'elle traite son peuple, son propre peuple, au même titre que vous. Les Africains. Au même titre que vous, les Africains. C'est ça. Résultat des courses, la mondialisation a permis à des peuples de comprendre que, nous, peuple pauvre, peuple délaissé, si on ne se met pas ensemble, on est mort. Parce que M. Rothschild n'a rien à foutre d'un Djamel de nationalité française, d'un Eric de nationalité française, d'un Kemayou du Cameroun. Lui, il veut détenir les banques centrales et il veut, comment je vais dire, que avoir l'ivresse de décider aujourd'hui même que je peux pucer les hommes et décider à partir de mon ordinateur de leurs envies. Donc, c'est pour ça que des gilets jaunes, avec des panafricanistes africains, ont commencé à se parler, à se comprendre, à dire que on est dans le même bateau, vous vous êtes mangé à la sauce de, comment je vais dire, de la mondialisation là-bas, nous le colonialisme nous mange encore. Et vous avez vu les Noirs américains même qui recommencent à dire que est-ce qu'il ne faut pas nouer des connexions avec notre continent d'origine et avec les peuples. Donc le monde se complexifie, le monde change. Et je peux vous dire que la peur n'est plus véritablement dans le camp de ce peuple pauvre et tout, qui était mangé à toutes les sauces. C'est que véritablement, ces 7% de personnes commencent à comprendre que ça peut être difficile. Parce que, comment je vais dire que des grands s'engagent là-dessus. Donc, pour en venir rapidement à la Libye, c'est dit véritablement que il faut prier Dieu. Je veux dire que où est le pasteur de notre matinale? Il est absent, il nous suit. Je salue. Il faut qu'il aide à prier. Monsieur Parfait dans ma rigole. Parce que le problème est devenu relativement compliqué. Mais c'est d'abord au peuple libyen la solution. Parce que la solution de ce problème, c'est la solution africaine. De dire que tous ceux qui sont là, personne n'est là pour vos beaux yeux. C'est vous, Libyens, à vaincre, à vous faire harakiri, de vous asseoir et de voir et de définir ce que vous voulez en fait pour votre pays. Le reste viendra tout seul. Le reste viendra tout seul. Eric Pépé Mikaï, plus que 15 minutes pour sortir de cette édition de la matinale. 12 minutes d'ailleurs, hein, c'est même pas 15. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme on termine souvent cette édition, c'est comme ça qu'on commence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour nous, les peuples africains? Et d'ailleurs, hein, Bertrand Tatinda nous a montré que, eh bien, le monde souffre. La classe, il faut le dire, des pauvres souffrent aujourd'hui. On a l'impression qu'on va se retrouver comme dans la prise de la Bastille. Pour compléter un peu l'idée de Bertrand, il faut qu'on précise aux téléspectateurs que il n'y a pas un peuple spécifique qui crée les misères dans le monde. C'est-à-dire ceux qui créent les misères au nord, ce sont les mêmes qui créent les misères au sud. Il faut que les gars le comprennent. La misère qu'on retrouve aux États-Unis, en France, au Cameroun, c'est un même peuple. Tout à fait. Un même peuple qui crée cette misère. S'il n'y a pas deux peuples. Et si on pousse les recherches, vous saurez qui sont à l'origine de cette misère-là. Maintenant, sous le continent, par exemple, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait? Il faut dire que la démocratie africaine s'est construite à l'aube des luttes indépendantistes, c'est-à-dire des périodes d'indépendance. Et à l'intérieur, il y a ceux qui sont arrivés au pouvoir par la force et ceux qui sont arrivés pacifiquement au pouvoir. Voyez-vous, ce n'est pas toujours la même appréhension de la gestion des hommes ou alors de la mise en œuvre d'une vision. Parce que quel qu'en soit le cas, celui qui est arrivé aux affaires avec les armes aura toujours cet esprit guéguerre à pouvoir tout obtenir avec les armes. Or, celui qui est arrivé aux affaires par un choix, même si ce n'est pas un choix populaire, mais c'est quand même un choix qu'il faut respecter, aura toujours cette approche de pouvoir demander à un certain nombre de personnes qu'est-ce que vous en pensez. En fait, c'est le dilemme dans lequel l'Afrique est confrontée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut toujours une sorte de transposition des idéologies des peuples. On parle de la Russie, on parle déjà de la Russie d'un peuple qui est très grand, qui est très vaste. 17 millions de kilomètres carrés de superficie.
La Russie, c'est un pays. Dans la réalité, ils n'ont pas besoin de venir encore nous embêter dans notre Afrique. C'est un continent tout entier. C'est un continent, je veux le dire. C'est un continent. 17 millions de kilomètres carrés de superficie. Parce que pour une population qui fait à peu près moins de 160 millions d'habitants. Donc, en termes de densité d'habitants au kilomètre carré, c'est un pays vide. Tout comme l'Afrique. Vous avez vu le déploiement des Chinois qui sont arrivés ici. C'est-à-dire dans cet esprit de l'Africain qui ne veut pas prendre conscience. Beaucoup de nos parents ont envoyé leurs enfants apprendre le mandarin. C'est-à-dire ils ont tué sociologiquement leur propre culture parce que beaucoup de nos enfants ne parlent pas nos langues. Mais les parents ont quand même l'intelligence d'envoyer leurs enfants apprendre le mandarin sous prétexte que la Chine serait le nouveau centre du monde et il faut savoir parler le mandarin qui est une langue locale pour qu'on puisse exister. Ce sont des éléments qui me dérangent un peu. Même quand on parle de la sortie du franc CFA, nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait de la langue française? C'est aussi un avatar de la colonisation. Il faut solder ça. Qu'est-ce qu'on fait de la langue française? On a eu des experts sur ce plateau qui nous ont dit qu'en 4 ans on peut changer de langue. Je suis d'accord, je veux que ces idées prospèrent. Voilà. Ne parlons pas juste du franc CFA, parlons de notre modèle organisationnel après la sortie du franc CFA. Donc pour dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ne vous inquiétez pas, la prochaine fois quand vous viendrez, le débat sera en bassa. Non, pas du tout. Voilà, du tout. Non, déjà, il faut qu'on prenne conscience. Je suis pas d'accord avec ce que Paffer est en train de dire, de montrer un peu cette évolution historique des dynamiques de pensée au niveau du continent. Bon, maintenant, il y a la jeune génération qui est en train de se positionner, malheureusement, qui est en train de tomber dans les mêmes travers que la génération passée. C'est-à-dire, sortir du cadre de nègre de champ pour celui de nègre de maison. Faut pas oublier, on a ce qu'on appelle la théorie de la porte fermée. C'est-à-dire quand on a le statut de nègre de maison, on n'a pas besoin que ceux qui sont dans le champ y arrivent. Parce qu'on sommes dans un confort qu'il ne faut pas venir bouger. En fait, c'est ça l'Africain. Il faut donc qu'on sorte et du statut de nègre de champ et de celui du nègre de maison pour devenir un citoyen du monde respectable. Ce sont des idées qu'il faut mettre sur pied. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Plus que 7 minutes pour sortir de cette édition de DBS ce matin. Non, d'abord, il faut commencer à dire par rapport à la brillante intervention de Pépin tout à l'heure, il y a deux types de coups d'État. Il y a des coups d'État réactionnaires, il y a des coups d'État progressistes. Si tu prends le cas de Kadhafi de la Libye, puisqu'on en parle de lui, avant Kadhafi, c'était quoi? C'était un roi qu'on appelait le roi Idriss, qui maintenait son peuple dans une misère pas possible, et qui prenait de bon temps pour aller sur les côtes italiennes, se taper des petites italiennes. C'était tout son programme. Oui. Quand Kadhafi a vu ça, avec l'aide des jeunes officiers, ils ont dit, nous sommes riches, on ne peut pas accepter continuer d'être sous la coupe d'un vieux croulant comme ça qui ne pense qu'à se faire plaisir. Soutenu par cette Libye. Vous avez compris? Par cette Italie. L'idée c'était soutenu par les... Non, c'est ça. Et ils ont fait ce coup d'État qui a donné cette Jamaïra, qui a donné les logements gratuits, les transports gratuits, les soins médicaux gratuits. Bon. Maintenant, on peut questionner sa longévité et peut-être le fait que les enfants commençaient aussi à prendre c'est notre débat. On peut en parler. Mais la Libye du roi Idriss et la Libye de Kadhafi, c'est le jour, la nuit. Ça ne se discute même pas. Bon. Maintenant, il y a l'autre question qui a été évoquée. On fait comment tout à l'heure? Je vous ai dit, nous, au niveau de l'Alliance patriotique, nous avons réfléchi, on a vu qu'il y a un problème. Oui. Pas seulement pour le Cameroun. Pour le Cameroun, parce qu'on le met en avant, parce que ce sont des Camerounais. Mais tous les pays africains qui sont issus de la colonisation, nous avons un problème avec les gens qui nous ont colonisés. Que ce soit à RD Congo, avec un individu qui a fait de tout un pays continent une propriété privée, que ce soit de la France, avec tout ce qu'elle a fait ici chez nous, avec une guerre injuste qu'elle a livrée au Cameroun, avec les bombardements au napalm. Je vous rappelle que le napalm est une arme de destruction massive. Non conventionnelle, c'est-à-dire interdite. Personne n'en parle. Silence radio. Au niveau de l'Occident, personne n'en parle. C'est à nous les Camerounais de rêve. Tant qu'on n'a pas purgé ce contexte historique, on ne pourra pas bouger. Purger ce contexte historique revient à dire à la France, mais t'asseoir ici. Maintenant, on discute d'égal à égal. Reconnaître tes fautes. Vous voyez comment la France balbutie, même pour reconnaître la guerre d'Algérie. Ils avancent, ils reculent. Chez nous, on n'en parle même pas. Hollande est venu taper la bouche. Il y avait une situation en pays Bamléké et dans la saga maritime, il s'est limité là. One man show. Il ne veut pas reconnaître que la France a mené contre le Cameroun une guerre injuste et a massacré les Camerounais qui s'assimilent à quand vous regardez la population camerounaise de l'époque, on était moins de 3 millions.
Regardez le nombre de morts. C'est un génocide. C'est un génocide. Puisque le génocide a partir de 500 000 morts. C'est un génocide. Au prorata de la population de l'époque. Mais on n'en parle pas. C'est ça le problème. C'est quand on va commencer à toucher ces gens-là, là où ça fait mal, qu'enfin, une jeune génération d'Africains va se lever pour réclamer enfin cette unité politique. Le président de l'Alliance patriotique, le docteur Agnagné, a fait un excellent article qui s'intitule 80 ans de déni, qui est apparu dans le journal Mutation il y a cela 2 jours. Il faut lire cet article. Je vais essayer de vous l'envoyer. Vous allez voir. Au moment où pour le 80e anniversaire de la victoire, n'est-ce pas, on célèbre De Gaulle en France, vous allez voir comment ce même De Gaulle, qui a eu cette ambition, cette force de dire que, enfin, je compte parmi les vainqueurs, c'est au Cameroun, ici à Douala, à partir de Douala, que tout ça s'est forgé. Mais, en récompense, c'est quoi? C'est qu'en 1945, on crée le franc CFA. On fait la force qu'on fait les Brazzaville de 1944. En réalité, qui nous remet sous le couvert, alors que le président américain de l'époque lui avait dit, à la fin de la guerre, il faudra libérer tes colonies. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes sous des colonies françaises. C'était une indépendance factice, on n'a pas de monnaie. Cette indépendance factice avait des accords coloniaux qu'on continue d'avoir, où quelqu'un a ton sol, ton sous-sol, des bases militaires françaises qui sont un peu partout sur notre continent, ça pose problème. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Tchad dernièrement, où 2 soi-disant soldats de Barkhane qui vivent en tourisme sont allés filmer le domicile privé du président Déby. Qui était dans le domicile. Alors ils disent que non, parce qu'il y a un monument avec cette mosquée. Les gardes qui étaient en France ont tiré. Mais le hic dans l'affaire, c'est que l'armée tchadienne, ni l'État tchadien n'a pas pris prendre les gars pour les cuisiner, pour demander que c'est quoi. Barkhane est venu, a encerclé, là, et puis a récupéré ces éléments et la voiture pour amener dans leur camp. Ça veut dire que c'était l'État dans un État qui peut faire de vous ce qu'il veut. Le Gabon dont on parle, allez à Libreville, regardez le camp général de Gaulle de Libreville. C'était l'État dans l'État. Ils font là-bas ce qu'ils veulent. Donc, s'il vous plaît, si nous ne prenons pas à bas le corps cette question de contentieux historique, si la jeune génération ne prend pas à corps cette question-là, l'Afrique va continuer de ne pas pouvoir sortir la tête de l'eau comme Kadhafi a essayé de le faire. Alors, je vais sortir dans cette émission en disant que nous sommes des suprécistes. Nous sommes les héritiers de ces gens-là qui ont donné leur sang et leur vie pour qu'on ait un vrai Cameroun. Un Cameroun libre et indépendant. Aucun de nos suprécistes et tous ceux qui sont de notre famille politique n'acceptera jamais qu'une puissance étrangère vienne funer son nez dans nos affaires. Comme Biasso, le dictateur qu'il est, comme j'ai l'habitude de le crier sur tout le plateau, je dis tant que mon peuple avec moi ne parvenons pas à régler cette hypothèque, je n'accepterai par contre jamais que ni les États-Unis, ni la France, ni l'Angleterre viennent m'aider à dégager Biya. Parce qu'en l'acceptant, je tue ma liberté complètement. Je tue complètement mon indépendance. C'est ça qui a fait la force de l'UPC, qui continue de faire cette force. Et nouveaux opposants qui arrivent, qui pensent que c'est Paris, c'est Tubon-Nagui, c'est Berlin qui va résoudre le problème ici chez nous, ils se mettent exactement dans la même position que les gars de CNT, qui ont été manipulés par le Qatar et par Sarkozy. On a amené les gens dans un studio de film au Qatar, on a filmé, oh regardez comment Kadhafi est en train de massacrer son peuple. Alors que l'un des cofondateurs de cette affaire qu'on appelle Médecins sans frontières, Ronnie Brockman, il a dit, c'est le pendant de l'ancien ministre français de Kouchner. Oui. Il a dit, Brockman a dit dans une interview que ce qu'on a dit sur Benghazi était faux. Kadhafi ne massacrait pas son peuple. C'était des simulations. C'était des simulations. Ronnie Brockman, je le cite, j'ai lu son interview en intégralité. Qui l'a écouté? Personne. Alors, tout ça. Non, on fait tout pour que ces voix-là n'émergent pas. Et si nous sortons de là, le temps est terminé. Bien que M. Obama, que vous avez montré à la de journée, il a quand même dit, pour faire son meilleur coup, que la plus grosse bêtise de ces 2 mandats a été d'avoir accepté de valider la guerre. Albert Latoya, si vous avez le mot de fin. On va revenir à... Non, juste j'ai le mot de fin. Allez-y, rapidement, parce que le temps... Il y a un élément qu'on occulte dans la colonisation française, que ce soit dans la plupart de l'Empire français. C'est que non seulement on brimait, on exploitait les populations, mais les colons français se sont arrangés à laisser des métis sans toutefois qu'on identifie
le père. Ah, c'est le cas de Côte d'Ivoire. Oui, c'est un drame énorme. Bon, Albert Atola ici rapidement, en quelques secondes. Déjà, je vais dire que je vais choquer. Je vous promets que je vais choquer. Faut choquer. Tout ce qui nous vient de l'Occident, c'est du faux. La religion, elle est fausse. L'éducation, elle est fausse. La culture, elle est fausse. Forcément, la démocratie, le modèle de démocratie est faux. De ce point de vue, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous devons avoir notre modèle de démocratie. Nous devons structurer notre propre démocratie, notre propre société. C'est ça qu'il s'agit. Tant que nous allons en rendre dispersé, justement, ils profitent justement de cette division pour nous affaiblir davantage. Et quand ils viennent sur le continent africain, c'est pour prêcher pour leur chapelle. Donc je pense que pour sortir définitivement de mon propos, je crois qu'il est important qu'il y ait un nouveau leadership sur le continent africain. C'est important. Merci beaucoup Albert Anatola ici d'avoir été là ce vendredi. Juste 2 secondes, si ce leadership n'épouse pas l'upécisme, c'est-à-dire ne s'habille pas du costume de l'upécisme, ça ne vaudra rien du tout. Merci beaucoup Albert Atola ici, patient parfait. Donc merci également d'avoir été là ce matin. Mais tentative d'art, je me rends compte que vous êtes tous des upécistes. Ah non, pas du tout. On est tous des upécistes. Merci. Parce que finalement, je me rends compte que même Albert Atola ici, c'est un upéciste. C'est le Sud-Afrique, regarde, il fait la rébellion sur mon plateau. Merci d'avoir été là ce matin, messieurs. Passez un très bon week-end. Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. C'est la dernière édition de cette semaine. N'oubliez surtout pas, la peur est une émotion. Eh bien, le courage est une décision. Passez une très bonne journée, bon week-end à toutes et à tous. Et à lundi, si peut-être à Dieu. Au revoir.